Le débat du dimanche, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la recrudescence des attaques à Tombouctou, Kidal. La semaine qui s'achève aura ressemblé à beaucoup d'autres. On va parler des événements intervenus à Ombori, Tombouctou, Kidal. Nous allons également parler de la visite du président allemand à Bamako et puis si le temps nous le permet, l'élection présidentielle en République centrafricaine et Jacob Zuma en Afrique du Sud qui est dans la tourmente. Une campagne à l'initiative de Julius Malema et des députés de son parti, une campagne intitulée Zuma Must Fall, Zuma doit tomber, a été lancée cette semaine. Nous allons en parler. Ce sera donc avec nos invités Ousmane Bamba, directeur de publication de Info 7, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Avant de développer ces sujets, les journalistes maliens très inquiets par la disparition de Birama Touré que nous apercevons ici. Birama Touré qui a travaillé longtemps au journal Le Sphinx. Il est porté disparu depuis le 29 janvier dernier, selon des explications fournies donc par des confrères. Il aurait quitté le domicile à cette date vers 20h pour le quartier Sébenikoro où il réside. Alerté, la maison de la presse a donc pris attache avec différents commissariats, avec les services de la sécurité d'État, mais sans succès. Mais demain, lundi, une conférence de presse sera organisée justement à la maison de la presse pour informer l'ensemble des confrères et puis le pays sur les derniers développements de cette disparition. Peut-être que ce n'est pas encore un sujet de débat, mais un petit tour de table rapide avant que nous n'ayons des éléments qui puissent nous permettre d'en faire un sujet de débat, probablement la semaine prochaine. Mais déjà, Bamba, sur cette disparition, quand même c'est un confrère, c'est un journaliste, ça peut inquiéter, c'est inquiétant. Oui, ça peut inquiéter, c'est inquiétant, c'est une personne humaine qui disparaît. Et je profite d'ailleurs pour dire qu'il n'est pas la seule personne. Au Mali, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent dont on n'en parle pas du tout. Et c'est heureux qu'on en parle sur ce plateau. Mais je voulais dire qu'en tant que journaliste, à prime abord, quand j'ai appris que c'était un journaliste du Sphinx, je me suis fait des appréhensions. Mais après quelques informations, je pense qu'il n'est pas enlevé pour ce qu'il a écrit ou ce qu'il écrivait. Et je ne le pense pas. Jusqu'à maintenant. Je pense que ce n'est pas pour ça, parce que, quoi qu'on dise, les journalistes, globalement, ont la liberté de faire leur métier jusqu'à maintenant. Voilà, pour l'instant, on est surtout sur la disparition, les faits, mais les motifs, c'est assez trop tôt prématuré pour s'avancer là-dessus. Etienne Fakaba Sissoko. Non, c'est sûr qu'il faut attendre les résultats de l'enquête pour pouvoir se prononcer, mais déjà, il faut que les uns et les autres arrivent à fédérer leurs efforts pour mettre en place un dispositif d'alerte, un dispositif d'information, mais aussi un dispositif qui puisse permettre aux enquêteurs d'avancer sur le dossier. Et aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il était dans un journal comme le Sphinx, il est clair que les uns et les autres doivent, y compris l'État, doit redoubler d'efforts pour avoir des résultats très vite. Maître Konaté. Oui, mais je pense qu'il faut être très prudent avec les termes que l'on utilise ici. Le mot disparition est un concept de droit qui a un sens bien précis. En tout état de cause, journaliste, sphinx ou pas sphinx, s'agissant d'une personne humaine, c'est inquiétant que l'on n'ait pas revu cette personne depuis le 29 janvier, ni à ses lieux habituels de domicile, ni à ses lieux habituels d'activité professionnelle, encore moins à ses lieux habituels où il a l'habitude de vaquer. Je pense qu'il faut simplement déclencher une procédure aujourd'hui. Je ne sais pas si le procureur du lieu du domicile principal de cette personne-là aujourd'hui a été saisi, d'une part, et d'autre part, je ne sais pas si les services de sécurité ont été saisis, je ne sais pas s'il y a une procédure aujourd'hui de recherche de cette personne. Donc soyons très prudents, soyons vigilants et soyons alertés. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, Étienne, jusqu'à présent, s'il y a l'ouverture d'une enquête ou pas. Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est vrai qu'il avait quitté le Sphinx, journal satirique d'investigation très connu au Mali.
Il avait quitté le Sphinx déjà 3 jours après, ou 3 jours avant, je crois, il a disparu 3 jours après. Mais il a quand même, il est de profession journaliste, je veux dire. Donc pour moi, c'est un journaliste qui a disparu. Évidemment, il faut rapidement le retrouver, il faut savoir ce qui s'est passé. Disons qu'on ne l'a pas vu depuis. Bon, certains disparaissent par eux-mêmes, mais là, dans ce cas, l'espèce, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je vais être aussi prudent que Monsieur Mamadou Konaté. En revanche, c'est quelqu'un qu'il faut retrouver. C'est pour ça, je dis bravo à la Maison de la Presse d'avoir décidé ce lundi d'organiser une conférence de presse pour parler de cette disparition. Et justement, il faut saluer l'initiative de Africa qui diffuse ces images-là, qui permettent en gros d'avoir plus d'informations. Tout à fait, on a décidé d'ouvrir nos sessions de midi par la photo jusqu'à ce qu'on ait des informations précises sur Birama Touré. Serge le rappelait donc lundi à la Maison de la Presse d'amples informations avec donc des confrères, des associations de presse par rapport à cette disparition de Birama Touré qui a travaillé longtemps au journal Le Sphinx, le très respecté Le Sphinx. Nous allons donc revenir au premier sujet de ce débat du dimanche, des convois de l'armée malienne tombés dans des embuscades et des camps de la MINUSMA ciblés par des attaques. Ce sont des mots qui rythment désormais l'actualité au Mali. La semaine qui s'achève, on le disait, aura ressemblé à beaucoup d'autres, avec entre autres des attaques à Ombori le jeudi dernier, Tombouctou et Kidal vendredi dernier, également Kidal encore ce matin, Ousmane Bamba, et on pensait quand même que avec l'arrivée de la plateforme du Gatchaï de CMA à Kidal, cette région, cette ville aurait été un tant soit peu sécurisée. Est-ce qu'elles ne sont pas à même, ces forces, de pouvoir sécuriser une ville comme Kidal? Non, moi je ne le pense pas, sinon on serait en sécurité. Et je crois que la question intéresse beaucoup plus c'est une question de terrorisme, comme on l'a dit, des narcotrafiquants qu'il faut maintenant combattre. Parce que je me dis, est-ce que le mandat de la MINUSMA aujourd'hui n'est pas en question, comme il avait été déjà à ses débuts? Ici, il y a beaucoup de voix qui s'étaient élevées pour dire que ce n'était pas le mandat qui nous convenait. Nous ne sommes pas dans une opération classique de maintien de la paix où il faut venir s'interposer entre des forces belligerantes. Depuis la signature des accords de paix, j'imagine, il n'y a plus de deux. Il n'y a plus deux camps en face. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, comme l'avait dit d'ailleurs le président Hollande un mois après l'opération Serval, le début de l'opération Serval, c'était devant le Parlement européen le 5, je crois, février 2013. Il disait que si nous voulons une paix durable dans ce pays-là, il faut combattre le terrorisme et le narcotrafic. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être eux à qui il faut affaire. Etienne, le bilan commence à être lourd, même pour la MINUSMA. Si tu l'autre jour, des autres aujourd'hui, elle n'a plus le choix. Il faut qu'elle rende robuste ce mandat. Il faut qu'elle réagisse, la MINUSMA. Ça commence à être trop. Il est clair aujourd'hui que c'est l'incapacité manifeste du Conseil de sécurité de l'ONU d'appréhender le problème malien. Parce que ce qui est en jeu, c'est le mandat justement de la MINUSMA qu'on n'arrive pas à adapter aux défis sécuritaires de notre pays. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. D'abord, tout ce que nous sommes en train de voir ne sont en réalité que les conséquences de la lenteur que nous observons dans la mise en œuvre de l'accord. Parce que seule la mise en œuvre de l'accord, qui, je le rappelle, même s'il est mauvais aujourd'hui, est le document de travail. La mise en œuvre de cet accord-là peut permettre justement le retour de toutes les forces aujourd'hui, que ce soit les groupes armés de la CMA, de la plateforme, de la MINUSMA, de Barkhane et aussi de l'armée nationale. Donc ces 5 forces fédérées, à mon avis, sont aujourd'hui à mesure de contenir n'importe quelle menace dans notre pays. Deuxième élément que nous avons, c'est par rapport à cette question de mandat toujours. Barkhane, la MINUSMA nous dit que ce n'est pas leur mandat. Leur mandat, c'est de protéger les populations civiles. Or, aujourd'hui, les attaques à répétition ont pour conséquence première ces mêmes populations civiles-là. Et derrière, il y a une incohérence dans le discours justement des partenaires du Mali. Parce qu'au même moment où il y a cette recrudescence des attaques, au même moment, on demande l'allègement des troupes de Barkhane dans le nord de notre pays. Donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on ne comprend pas l'attitude et de l'État du Mali qui reste inerte face à la situation. On ne comprend pas le comportement des partenaires du Mali
qui visiblement sont en panne d'idées. Maître Konaté, sur cette nouvelle escalade, à Kidal notamment. Oui, alors je constate simplement que sur l'accord, Étienne a évolué parce qu'il considère l'accord aujourd'hui comme étant un document de travail. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai combattu, j'ai marché contre l'accord, j'ai dénoncé l'accord, j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher la signature de cet accord, mais puisqu'il est signé, alors il faut voir dans quelle mesure le Mali peut tirer le meilleur de cet accord-là. Je n'ai pas évolué, ça a toujours été ma position. Si vous l'avez compris aujourd'hui, j'en suis heureux. Non, je voudrais juste saluer non seulement votre courage, mais au-delà, le caractère très légaliste que vous rappelez et que d'autres feignent de ne pas savoir. Ça ne sert à rien de critiquer un accord qui est signé. L'essentiel, c'est de faire avec. Je voulais saluer ce courage-là. Merci. Je l'ai constaté, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu, que je n'ai pas eu l'occasion de t'écouter, mais je constate simplement que sur ce point-là, tu es bon. En dehors de cela, le Conseil de sécurité, je ne sais pas trop pourquoi le mettre en cause, je ne sais pas trop pourquoi parler de mandat de la MINUSMA. Ce qu'il faut rappeler, Étienne et bien d'autres ici, c'est que la MINUSMA n'est pas en situation de maintien de la paix, la MINUSMA est attaquée dans ses camps. On n'a pas besoin de mandat de ce point de vue-là pour contre-attaquer à ce niveau. Et c'est là l'une des principales difficultés qui mettent à nu aujourd'hui la situation à Kidal, qui est une plaie absolue, mais qui met en évidence aujourd'hui en termes de symboles les défaillances de toutes les sortes. Vous avez parlé de l'État du Mali, je ne vais pas insister là-dessus, mais les défaillances également de la communauté internationale et tous les acteurs qui représentent cette communauté internationale. Je rappelle simplement que Kidal, ça a été toujours le réceptacle de la rébellion. Ça a été toujours le réceptacle des dernières forces qui se sont réfugiées à Kidal, qui ont souvent attaqué et qui ont souvent pollué le Nord. De ce point de vue, ce qui n'est pas compréhensible aujourd'hui, c'est qu'on va au-delà de tout ce qui est acceptable aujourd'hui. Ce sont des vies humaines, notamment des acteurs qui sont aujourd'hui attaqués, tués, des populations qui sont venues aider notre pays à recouvrer le territoire qui était perdu, à recouvrer la paix. Alors, de ce point de vue-là, aujourd'hui, la question est beaucoup plus malienne que toute autre chose. On est dans un désarroi aujourd'hui et ça va tellement crescendo que si on y prend garde, le Nord risque de brûler et le Mali avec. On va parler de Kidal, de la plateforme. Mais certes, voilà, déjà sur cette incapacité de la MINUSMA à contre-attaquer. Je vous l'ai dit deux ou trois choses très rapidement. D'ailleurs, quand je vous ai vu habillé en noir, je savais que vous portez le deuil de certains propos que vous avez tenus ici et confirmés par maître. Ça peut arriver. Mais vous savez ce qui s'est passé à Kidal. Moi, j'ai incarné dès qu'il y a une attaque, je note. Ce qui m'a frappé cette fois-ci, visiblement, c'est la première fois depuis le début de la crise qu'il y a un attentat qui est commis avec un camion. Donc ça, c'est une nouvelle phase. Or, vous avez à Kidal, depuis 2 semaines, vous savez qu'il y a un ballon d'observation, c'est français, qui permet de voir tous les groupes arriver, de voir les mouvements qui se dégagent. On n'a pas pu voir ce camion arriver. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. S'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est d'abord, à mon avis, Yad Agali a revendiqué très rapidement, Sardine a revendiqué très rapidement, ils ont fait ça d'abord contre le Gatia et contre la SEMA pour dire vous devez compter avec nous. Mais s'ils devaient attaquer, ils pouvaient attaquer la SEMA, ils pouvaient attaquer le Gatia. Pourquoi ils attaquent la communauté internationale, c'est-à-dire l'armée du monde, les casques bleus? C'est pour dire probablement là aussi que c'est vous qui nous gênez. Il faut que vous partiez de Kidal pour que nous réglons nos problèmes ensemble. Donc, à mon avis, c'est la première lecture que je fais, mais la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que je me dis, puisque les 4 ou 5 checkpoints qui, autour de Kidal, sont tenus quand même par les groupes armés, je me demande si nous n'aurons pas demain, je ne le souhaite pas encore, si nous n'aurons pas à Kidal d'autres attentats, parce que visiblement les gens ont infiltré la ville. Donc ce qui se passe est quand même assez grave. D'accord, on va parler de la SEMA, de la présidente de la plateforme, mais déjà on reste sur la MINUSMA Bamba. Par rapport à cette incapacité à contre-attaquer, on a vu la MINUSMA apte à tirer sur des jeunes à Gao, mais au Mali, on n'a jamais vu des actes de ratissage de la MINUSMA tendant à anéantir des terroristes à chaque fois qu'elle est attaquée. On a l'impression qu'elle n'est même pas armée. Comment expliquer cette incapacité à contre-attaquer? Non, moi je persiste, je signe sur ce que j'ai dit, c'est une question de mandat. Parce qu'ils ont les mêmes armes, ils sont équipés, c'est des militaires d'ailleurs. Alors ils n'ont peut-être pas le mandat de combattre. Mais comme l'a dit Maître, s'ils sont attaqués en légitime défense, ils peuvent réagir. Mais la légitime défense, ça veut dire quoi? À chaque fois, il faudra attendre que l'ennemi vous attaque pour que vous ripostiez. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit être clair,
le mandat de la MINUSMA, on l'a dit dès le début, le chapitre qui le permet de le prendre, le chapitre 7, ne permet pas de combattre les forces. Alors ils sont là, comment ils vont faire? Ils sont toujours dans une sorte d'attentisme. Dans une sorte d'attentisme. On a vu par exemple Serval ici. C'est le genre de mandat qu'on veut. Serval, c'était moins d'hommes. Il y a plus, la MINUSMA, c'est peut-être 2 ou 3 fois plus d'hommes que Serval. Et c'est les mêmes. C'est pas une opération de maintien de la paix. Non, c'est une. Non, c'est ce que je veux dire. C'est ça la question, en fait. Non, je dis. Non, je termine. Il a dit que ce n'est pas une opération de maintien. Mais la MINUSMA, c'est une opération de maintien de la paix. Serval n'était pas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le mandat. Le genre de mandat qui a permis à Serval de venir bouter des terroristes hors du Mali, c'est ce genre de mandat que nous voulons pour la MINUSMA. D'accord. Voilà. On va se focaliser sur le cas Mali. Maître Konaté, c'est vrai, l'armée malienne, l'administration malienne sont absentes de Kidal. Est-ce que ces groupes qui ont revendiqué ces attaques-là ne veulent pas que la MINUSMA, elle aussi, soit absente pour qu'elles aient toute la latitude de gérer comme elles l'entendent la ville de Kidal? Mais c'est la vocation des groupuscules, des groupes militaires, justement, dans ce territoire qui est si loin du reste de la République. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, leur vocation, justement, c'est d'occuper ce terrain-là et de se battre sur ce terrain et de procéder à tous les trafics qu'il y a. Mais le jeu trouble auquel s'adonnent les uns et les autres sur ce territoire par groupuscules militaires interposés, c'est ce jeu trouble-là, justement, qui va aller vers notre fin, qui va nous amener vers notre fin. C'est cela qui n'est pas acceptable et qui n'est pas supportable. L'administration n'est pas présente à Kidal, mais depuis très longtemps. Au-delà de ce que l'administration du Mali n'est pas présente, donc l'État du Mali n'est pas présent, nous avons des groupuscules aujourd'hui qui se regardent en chien de faïence. Vous constaterez d'ailleurs qu'ils ne se tirent pas dessus. Ils tirent plus loin. Donc en fait, le jeu à Kidal est d'autant plus trouble que d'un point de vue militaire, on ne comprend pas, d'un point de vue stratégique, on ne comprend pas, d'un point de vue politique, on ne comprend pas. Et quand je dis qu'on ne comprend pas, il s'agit de tous les acteurs étatiques, communauté internationale, et tous les partenaires qui sont présents. Donc, ce que je voulais dire, vous parliez tout à l'heure de mandat. Le nouveau représentant spécial des Nations Unies l'a dit, M. Mahamad Saleh Al-Nadif. Il a dit, je n'ai pas besoin d'un mandat pour attaquer les terroristes. Mais l'arrêter sur le terrain, non, mais attendez, ils n'ont pas un mandat d'aller chercher les terroristes à la fourchette, à l'escargot. Mais lorsque les terroristes les attaquent, ils ripostent. C'est ça la légitime défense, en fait. Et donc, le prouver. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu un tournant, parce que je pensais que Étienne, même Tangara, vous, M. Konaté allait en parler. Le Conseil de sécurité, je pense que c'est un tournant, a produit un communiqué aujourd'hui par rapport aux groupes armés. Et vous allez voir, à mon avis, il y aura un changement une résolution. Probablement un changement de mandat, où la composition assez rapide dans le nord du Mali, mais dans tout le Sahel, d'une force spéciale pour aller chercher les terroristes à la fourchette, à l'escargot. Parce que la véritable bataille, c'est là où elle se trouve. Tant qu'on ne va pas faire ça, on ne pourra pas combattre le terrorisme. Ok, peut-être Mais non, mais vous parlez comme si l'ONU, les troupes les casques bleus restent bras croisés quand ils voient les terroristes. Non, quand ils sont attaqués, ils réagissent. La dernière fois, ils ont réagi. Heureusement, d'ailleurs, qu'ils ont réagi. Tant qu'ils ne sont pas attaqués. D'accord. Ok. Ce qui préoccupe Étienne, ce qui préoccupe le Malien lambda, c'est comment est-ce que le drapeau, le vert, jaune, rouge puisse flotter à Kidal, le retour de l'armée, de l'administration. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde a un plan pour Kidal, sauf l'État malien. Même les groupes, la plateforme CMA, ils ont tous des plans pour Kidal. Les autres forces, la communauté internationale semble avoir un plan pour Kidal. Mais on a l'impression que l'État malien n'a pas de plan pour Kidal. Absolument. Et c'est ce que j'ai dit à l'entente de mes propos en disant que l'État était aujourd'hui dans l'incapacité d'appliquer ce mauvais accord-là qui, du moins, aurait pu permettre justement le cantonnement, le désarmement, l'organisation des patrouilles mixtes et tout le dispositif après qui suit. Et je ne porte pas le deuil de mes propos, j'assume tous les propos que j'ai pu tenir ici et ailleurs. Et deuxième élément que je trouve troublant également, c'est le fait qu'on nous parle de co-gestion de la ville de Kidal par les groupes armés. Les groupes armés n'ont pas vocation de gérer une région qu'ils reconnaissent comme étant du giron de l'État. Voilà des accords que vous approuvez finalement. Mais en période transitoire, il y a une période de transition. C'est ce qu'il dit l'accord et que vous approuvez finalement. Il y a une co-gestion. L'accord dit que la co-gestion devrait se faire
en dehors de l'État, non, ou en l'absence de l'État. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. L'accord dit... Parce que ça soit l'accord d'ANEFIS, que ça soit l'accord actuellement qui a permis à la plateforme de rentrer à Kidal, l'État n'a pas été associé, à ce que je sache, à ces démarches-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça comme étant un élément de la mise en œuvre de l'accord. L'accord parle de congestion, rapidement. L'accord parle de congestion, où vous avez toutes les forces. Mais attendez, on va parler un à un. Tout le monde aura la parole. Vous ne me laissez pas en placer une. Tout le monde aura la parole. Ce qui s'est passé, c'est que l'accord est précis. En tête de transition, il faut une congestion. La présence de l'État, la présence des groupes armés, la présence de la municipalité. Mais ce qui s'est passé, c'est que le DDR n'avait pas commencé et nous avons eu l'entrée du Gatia à Kidal. Okay. Donc c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu, à mon avis, la charrue avant les bœufs. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas de congestion pour le moment. Est-ce que la force note... Le Gatia dont on parle, j'espère que vous en reparlerez tout à l'heure. D'accord. Maître Konaté, est-ce que la force note... vous allez porter des deuils de est-ce que la force note, c'est pas à ce niveau-là? Est-ce qu'on aurait dû parler de cogestion de Kidal avant le cantonnement et le désarmement? C'est là-bas où on sent que l'État a été un peu trahi. Non, on ne parle de cogestion que dans le cadre de l'accord. Ouais. On ne peut pas concevoir une autre cogestion que dans le cadre de l'accord. Et quand on est dans le cadre de l'accord, il faut rappeler d'ailleurs que ces groupes militaires, ces groupes rebelles revendiquent tous leur appartenance à l'accord et sont soumis donc à l'accord. Il ne s'agit pas de venir prendre de force Kidal et de pouvoir justifier de position dominante pour demain éventuellement en tirer un bénéfice. Je l'ai rappelé la semaine dernière, malheureusement il paraît que mon micro ne marchait pas très bien, donc on n'a pas dû m'entendre. Moi je m'inquiète toujours des groupes militaires qui peuvent venir par personne interposée. Aujourd'hui l'incursion de Gatia à Kidal, la présence de Gatia à Kidal sont des sources de grosses interrogations pour moi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Un État reste toujours un État. Et le comportement d'un État doit être tout à fait différent de celui des autres groupes armés qui sont sur le terrain. Le processus de paix aujourd'hui ne peut pas supporter pendant très longtemps des incursions comme celles que l'on voit, des systèmes de cogestion par le biais de la force et aussi des revendications militaires de position qui sont inacceptables. Le territoire est national. Ok. Atmi et Ansardine, allez-y. Dans les accords précédents concluant ces deux groupements, l'arrivée du Gatia à Kidal était prévue. Et ils n'avaient pas dit, dans les accords précédents d'Anefis, il n'y avait pas de date. Donc, ce qu'ils viennent aujourd'hui ou pas, c'était déjà prévu. Alors, donc, voilà. Alger et Anefis, qu'est-ce qui est le plus important? Je rappelle simplement qu'il y a des esprits donc, c'était prévu qu'ils viennent, donc ils sont venus. Des esprits lumineux. Et c'est aussi des Maliens c'est aussi des Maliens qui viennent de Kidal. Ok, d'accord. Ils ne vont pas abandonner leur maison parce que d'autres sont là-bas. Ok, oui, maître, allez-y. Non, je disais simplement que dans une situation déplorable à Kidal aujourd'hui, où il y a des morts, notamment des morts de soldats étrangers sur le territoire national, y compris lorsque c'est Kidal, parce que c'est le territoire national, il y a des esprits lumineux qui se trouvent aujourd'hui à nous demander d'aller négocier avec Iyad Agali. Justement, c'est la question que j'allais poser. Atmi et Ansardine ont revendiqué ces attentats-là. Parce que c'est quand même important de faire cette observation. Même avec le regard furieux de Étienne, je vais faire cette observation. Il y a de fait une juxtaposition de deux accords aujourd'hui qui s'appliquent dans la région de Kidal. Vous avez l'accord d'Alger, l'accord de paix et de réconciliation d'Alger, et vous avez l'accord d'Anefis, qui est un accord de paix intercommunautaire. Et si vous voyez le communiqué du Gatia et le communiqué de la SEMA, c'est-à-dire les groupes armés qui disent oui, nous sommes avec le gouvernement, et les groupes armés rebelles, le communiqué dit à la limite que l'accord d'Anefis est plus important que l'accord d'Alger. Alors, si vous ne clarifiez pas les choses, reprenez le communiqué conjoint qui a été signé entre les deux. On parle de reconnaissance des accords d'Alger, mais par rapport à Anefis, il est dit que c'est un accord sacré. Il y a la notion de sacré. D'accord. Ok. Ansardine est de plus en plus efficace depuis l'entrée du Gatia à Kidal. Est-ce le fait de pouvoir l'arrimer à l'accord? Est-ce une équation ou bien une fausse question? Un faux débat comme le disait. Efficace. Je pense que
en Sardine est de plus en plus présent. Parce qu'efficace, ça peut laisser... Non, j'ai dit de plus en plus présent. Oui, voilà, de plus en plus présent. Ouais. De ce point de vue-là, je veux dire, non, les choses sont inadmissibles. Je veux dire, les accords, on a donné suffisamment de temps quand même aux groupes armés de faire le choix de leur positionnement. En Sardine, a fait le choix d'être en dehors de la République d'une part, en dehors des accords d'autre part. Il est quand même inadmissible aujourd'hui que l'on soit démocrate et républicain dans ce pays-là et que l'on se mette en face pour dire oui, mais il faut aller le voir pour négocier avec lui pendant qu'il est en train de tirer sur les gens et de tuer la République. Okay. C'est exactement, et là également je reviens sur des propos que j'ai pu tenir ici pour dire qu'on ne doit pas négocier avec Yad, comme Serge a l'habitude de le soutenir ici. Qui, moi? Oui, on ne doit pas négocier avec... Je vous prends à témoin, non, jamais dit. Non, ouais. Lorsque les attaques de Boko Haram J'ai parlé de Boko Haram, j'ai pas parlé de Yad. C'est le même cas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on nous a toujours dit qu'il fallait accélérer le processus de paix, qu'il fallait accélérer la signature de l'accord pour justement faire la part entre les groupes terroristes et les groupes armés. Et comme Maître l'a rappelé, ces groupes-là ont fait le choix de ne pas faire partie du processus de paix. Et aujourd'hui, Barkhane, la MINUSMA, l'État du Mali sont face à leur responsabilité de sécuriser les populations. Parce que c'est ce qu'ils ont promis. On va évoluer, même s'il n'y a pas de très grande différence entre Yad Agali et ceux qui ont revendiqué souvent l'assassinat groupé de soldats maliens, mais peut-être ce sera un autre débat. Oui. Souvent, il n'y a pas de très grande différence. En situation de guerre, il y a un moment où on sonne le tocsin en demandant aux gens de choisir leur camp. Les morts, les exactions, les violences sont tout aussi condamnables. Mais le problème de fond, quand le tocsin est signé, il faut choisir son camp, et voilà. Non, moi, 30 secondes, c'est juste pour dire que la paix n'a pas de prix. C'est difficile de le dire, mais pour moi, je pense que si c'est indispensable, je pense qu'il faut négocier avec Yad. Pour qui connaît son parcours, le parcours de ce monsieur-là, et pour qui connaît les connexions géopolitiques de la sous-région, les interconnexions entre Yad et certains pays voisins, il faut négocier avec lui. Oui, c'est dans ce contexte d'attaque terroriste récurrente dans le nord du pays, donc que le président allemand Joachim Gauck, on va le voir sur ces images, est arrivé au Mali, reçu donc par son homologue Ibrahim Boubacar Keïta, au centre des échanges entre les deux personnalités. Bien évidemment, la situation sécuritaire du pays, un extrait de la conférence de presse conjointe que nous écoutons ici. Ce qui se passe aujourd'hui ne saurait perdurer. J'ai rappelé à mon hôte la lâche agression dont les forces d'aménagement ont été l'objet ce matin à Kidal. On trouve une solution à ce problème-là. Kidal ne peut pas rester comme ça une espèce de plaie béante au flanc du Mali, où des agressions sont commises quotidiennement et que la communauté internationale et nous-mêmes sont presque impuissants à regarder cela. Non, cela n'est pas possible. Aucun esprit de respect, de considération ne peut admettre cela. Le développement, c'est quelque chose de multidimensionnel. Le militaire, ce n'est toujours qu'une seule partie, qu'une face de la médaille, mais il faut aussi voir la deuxième face de la médaille, c'est-à-dire donner des perspectives aux jeunes qui n'ont pas de travail, des jeunes qui n'ont pas de formation. Voilà ce qui est essentiel. Je pense aussi à la santé, à l'alimentation en eau potable, à l'alimentation en général. Tout cela nous tient particulièrement à cœur. Et Monsieur le Président, je le redis encore une fois, nous resterons à vos côtés. Voilà, l'Allemagne est toujours aux côtés du Mali, comme au lendemain même de l'indépendance, le tout premier pays à avoir reconnu le Mali. L'Allemagne qui va envoyer 650 militaires. Cette visite, Ousmane Bamba, elle pourra apporter quelque chose dans la dynamique de reconquête, du retour de l'intégrité territoriale au Mali, cette présence allemande? Je l'espère bien. Et pour qui connaît la coopération allemande, la qualité de cette coopération avec le Mali, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et chaque fois qu'ils sont avec nous, ça a été quand même une coopération, moi, je dirais, sincère. Et avec la présidence actuelle de l'UITM qui est assurée par l'Allemagne et qui coïncide effectivement avec cet envoi massif de militaires allemands, je pense que oui,
ça devrait pouvoir être une des solutions. Etienne? Oui, c'est un partenaire privilégié, mais je crois aujourd'hui qu'on se trompe d'objectif. Parce que la menace qui pèse aujourd'hui sur le Mali, je le répète, c'est la menace terroriste. Et aujourd'hui, comme on l'a toujours rappelé, le mandat de la MINUSMA pose problème. Les faits sur le terrain de cette organisation posent problème. Or, les 650 viennent dans le cadre justement de la MINUSMA, pas de la lutte contre le terrorisme en tant que tel. Donc, pour stabiliser un pays, il faut d'abord qu'il y ait un minimum. Et ce minimum-là, aujourd'hui, manque. Donc, si on devait adapter l'aide aujourd'hui de l'Allemagne aux préoccupations des Maliens, qui est d'ordre terroriste, qui est d'ordre sécuritaire, il faut justement que nous allions vers la mise en place de ce fameux dispositif sécuritaire dont Serge parlait tout à l'heure dans le communiqué. Mais là, encore une fois de plus, moi je dis qu'il faut que l'on sorte de tout cela. Parce que, contrairement à ce que Maître disait tout à l'heure, que c'est d'abord le problème du Mali. Non, c'est pas le problème, c'est pas que le problème du Mali. Parce qu'on l'a rappelé, c'est d'autres nationalités qui perdent la vie. C'est une menace qui tourne dans tout le Sahel. Et aujourd'hui, il faut que les chefs d'État du Sahel prennent conscience de cela et qu'ils mettent en place enfin un dispositif capable de lutter contre le terrorisme dans l'ensemble de ces pays-là. Et négocier avec IAD est une très mauvaise idée. Une visite à saluer dans le contexte du Mali, un contexte de menaces terroristes, d'attentats et tout. Un président allemand occidental qui vient au Mali, c'est quand même à saluer. Ah oui, c'est à saluer. En plus, ils envoient 600 quand même soldats, je crois il a dit, M. Gok a dit, ils vont arriver avant la fin à la mi-juin. Donc ça, c'est quand même important. Le problème, c'est d'envoyer des troupes, c'est vrai, mais il faut savoir ce que les troupes vont venir faire. Vous vous souvenez, les Chinois ont envoyé récemment 500 soldats, mais on ne les voit pas sur le terrain. C'est vrai qu'on a besoin dans des missions de paix, on a besoin de médecins, on a besoin des gens du génie, des gens pour déminer le sol. Mais ce qu'il faut au Mali aujourd'hui, à mon avis, c'est vraiment des troupes opérationnelles sur le terrain avec des hélicos de combat, et je le répète, pour aller chercher les terroristes à la fourchette, à l'escargot. Je voulais rassurer Maître tout à l'heure, parce qu'en écoutant le président, là, il a paniqué un coup. Effectivement, il a un problème de voix, parce qu'il a avalé un chat, il a dit lui-même, il était emmitouflé dans un rhume rebelle. Voilà. Ok. Maître Konaté. J'espère simplement que... Après ce premier tour de table, ouais. J'espère simplement que toi qui étais dans cette salle, que ce rhume ne t'est nullement contagieux. La preuve, j'étais très loin du président. Bon, peut-être à Koulouba, les rhumes ne sont pas contagieux. Il est souvent plus près du président. En l'occurrence, ce coup-ci, il n'était pas là. Non, Etienne, je n'invente absolument rien pour dire que c'est une affaire des Maliens. C'est le président allemand qui l'a dit. Cette affaire de paix, cette affaire de reconquête du État national, il a quand même rappelé que cela revient au Mali, à l'État du Mali. Il se trompe tout oui, non, mais je le rappelle simplement. C'est son point de vue. Non, je le rappelle simplement. Alors, c'est pas tous les jours que l'on est au contact des Allemands, parce que l'Allemagne a beau être le premier pays qui nous a reconnus, on n'a pas la coopération la plus forte avec ce pays-là, y compris dans le domaine militaire. Mais 650 Allemands qui viennent nous assister, quand même, ce n'est pas rien. Et je pense qu'il faut quand même être assez réaliste. On ne peut pas demander à des gens venus d'Allemagne d'être en première ligne, donc en termes de présence opérationnelle sur le terrain de guerre à ce niveau-là. Pour une guerre, on a besoin de tout le monde, y compris des gens du renseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, les médecins chinois assistent pas mal les opérations de guerre et accompagnent l'armée nationale malienne par rapport à ça. Le problème de fond aujourd'hui, c'est que nous avons tout ce qu'il faut en termes de coopération internationale. Tous les pays de la planète sont présents au Mali aujourd'hui pour pouvoir nous assister, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous permettre donc de pouvoir gagner cette guerre. Il y a aujourd'hui une volonté nationale très forte qui incombe à l'État du Mali, donc au gouvernement de la République du Mali, mais qui incombe à tous les Maliens. Cessons de rappeler systématiquement, c'est aux autres de venir. Les autres, dans le cadre de la coopération internationale aujourd'hui, ne sont présents que pour nous accompagner. La première responsabilité est la nôtre. Engageons-nous. Par rapport au renseignement, quand même, Serge, il y a une importante base basée en Allemagne. Ça peut être d'un apport si peut-être on exprime le besoin. Tout à fait, parce que le renseignement est quand même capital. Mais si vous faites le renseignement et que d'un autre côté, le renseignement, c'est quoi, par exemple? Mais c'est de dire, par exemple, voilà, il y a une colonne de terroristes qui arrive là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si vous ne pouvez pas intervenir, le renseignement ne sert à absolument rien. Et tiens, ensuite, Bamba, Bamba, vous allez avoir la parole. Certains qui sont sur ce plateau, c'est que
j'ai marché. Vous monopolisez la parole. C'était à lui de parler. C'est Tangara qui me donne la parole. Non, j'ai marché aujourd'hui dans le temps et je continue à le faire pour demander la présence effective de l'armée au premier plan. J'ai dit qu'il faut que l'armée retrouve sa capacité opérationnelle. Il faut que la loi d'orientation militaire qu'on a votée, l'accord de défense, tous ces dispositifs-là dont on ne cesse de nous rappeler, qui auraient pu permettre à l'armée malienne d'être au premier plan, il faut que ce processus-là aille le plus rapidement possible. Maintenant, que l'on dise que ce sont les autres qui doivent venir pour nous, mourir pour nous, non. Moi, j'ai marché ici pour dire non à l'intervention étrangère dans notre pays. Pour dire que c'est nous qui devons être encore une fois de plus. Ok, Bamba. Donc, je pense que je suis pas militaire, j'ai pas une formation militaire. Bamba, sur le front. Ok, Ousmane Bamba. Je voulais juste dire que la charte des Nations Unies est claire. Si on veut changer de mandat, il faut que les pays qui envoient des troupes ici au Mali soient d'accord de ce changement-là. Parce que ça voudra dire que leurs militaires qui sont ici devront accepter d'aller au front et de combattre. Donc ça, c'est un premier problème. Est-ce que les pays qui sont là aujourd'hui, qui nous envoient des troupes, est-ce qu'ils sont prêts, effectivement, que leurs militaires fassent le combat sur le terrain? Et deuxièmement, nous l'avons titré la semaine passée, et cette question, il faudrait l'éclaircir. Y a-t-il, oui ou non, embargo sur les armes à destination du Mali? Nous avons interviewé le plus grand armurier de Bamako. Il est formé là-dessus. Depuis le coup d'État du 22 mars, aucune des armes, personne n'accepte de le livrer ici. On a joint la Commission de l'Union européenne, ils ont démenti catégoriquement. Mais le gros problème, ça veut dire quoi? Ils disent que non, du point de vue commercial, ça peut arriver. Parce que si c'est d'État à État, c'est peut-être moins problématique. Donc, je souhaiterais qu'un jour, on débatte cela, parce que l'armée ne pourra pas aller combattre si elle n'est pas en mesure, si elle n'a pas les équipements adéquats maintenant pour le faire. Donc, il faudrait bien que cette question d'embargo soit éclaircie. Et nous titrons ce lundi là-dessus encore. Ouais, sauf que souvent c'est des questions de secret défense. Ah non. Si voilà. On aura l'occasion d'en parler. Oui, si on refuse de nous vendre des armes, qu'on le dise. Le président Assikasso l'a dit. Qu'un certain nombre de pays refusent qu'on s'arme. Alors qu'on le dise clairement. Troisième thème de ce débat du dimanche, l'Afrique du Sud, avec le président Jacob Zuma, très préoccupé ces derniers jours, suite à une accusation de biens sociaux. La Ligue démocratique sud-africaine, dirigée par Julius Malema, qui a lancé une campagne Zuma must fall, Zuma doit tomber. Même s'il est toujours debout, il est resté de longues minutes sans mots lors de l'adresse devant le Parlement. Etienne Fakaba Sissoko, Jacob Zuma, est-ce qu'on n'est pas là dans la perspective de l'après-Zuma? Est-ce que tout cela, c'est pas sur fond de campagne en vue de l'après-Zuma, la présidentielle qui se pointe un peu à l'horizon? Ou ça n'a aucun rapport? Aujourd'hui, il faut en tout cas que le peuple sud-africain aille dans cette dynamique-là. Parce que de toute évidence, ce président a montré une méprise vis-à-vis du peuple. On ne peut pas aujourd'hui parler de problèmes sécuritaires pour justifier ces détournements de fonds. On ne peut pas parler de problèmes de sécurité et ensuite injecter des milliards dans des futilités, alors que la population lambda vit dans les mêmes problèmes sécuritaires. C'est le problème aujourd'hui de tous ceux qui se réclament de gauche, de tous ces présidents qui ont longtemps été dans l'opposition. Il faut rappeler simplement qu'il nuit aujourd'hui, il fait honte à la mémoire de Nelson Mandela, il fait honte aux valeurs de l'ANC, qui sont des valeurs dignes de ce nom. Maître Kouraté, en s'engageant à rembourser une partie des fonds, on n'est pas dans un prétoire, c'est vrai, mais est-ce que Zuma ne plaide pas coupable en s'engageant à rembourser une partie des fonds détournés? Est-ce qu'il ne plaide pas coupable? Si je vous suis, je préjugerai. Et si je préjuge, je ne suis pas en possession du dossier, je ne peux pas avancer. Non, Zuma aujourd'hui n'en est pas à sa première. Mbeki l'a déjà mis en cause justement sur ces caractéristiques-là. Zuma fait partie donc de la race de politiques en Afrique du Sud qui se sont battus dans la rue contre le blanc. Mais en se battant dans la rue, il a oublié simplement qu'il fallait de temps en temps aller au contact des gens justement pour comprendre les vertus
de civisme, y compris en politique. Zuma n'en est pas à sa première et Zuma a un comportement qui est inadmissible au regard de la gestion des finances publiques d'une part, au regard de la loi. Vous allez voir d'ailleurs... Vous voulez dire qu'il est coûteux pour l'État sud-africain? Au-delà de coûteux, c'est que il a un souci, il a un rapport difficile avec la morale. Quand vous voyez aujourd'hui le rapport de Zuma, je ne suis pas le mettre en cause, avec les femmes d'une part, le rapport de Zuma avec la gestion de l'État, avec la gestion des finances publiques, je pense aujourd'hui qu'il y a un processus qui est en cours aujourd'hui qui va sans doute le rattraper. Parce que cette vertu n'est pas celle de Nelson Mandela, cette vertu n'est pas celle de Mbeki, et cette vertu-là aujourd'hui est inadmissible dans un pays comme l'Afrique du Sud aujourd'hui qui a fait une option définitive par rapport aux droits de l'homme, à la démocratie et à la République. Mais Zuma, je pense, c'est une catégorie d'homme politique sud-africain qui est en voie de disparition. Mais il ne pourra pas changer. Vous le remettrez encore qu'il va commettre exactement les mêmes bêtises. Bamba. Non, moi je pense que Zuma, je vais peut-être avoir des circonstances naturelles pour lui. Zuma, ce n'est pas un universitaire. C'est pas un universitaire, c'est un autodidacte qui a été formé dans le cadre de la lutte. Et Mandela l'a dit. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un homme structuré comme un Mbeki qui est universitaire, qui a voilà. Ok, ça c'est un premier constat. Mais moi je vois le verre à moitié plein. Hein. Parce que je me dis, il a quand même reconnu qu'il allait rembourser une partie des sommes mises indûment dans la construction de sa maison. Combien de présidents aujourd'hui en Afrique de l'Ouest ici on fait la même chose? Est-ce que c'est là la question? Il fallait même pas... Non, je termine. Est-ce que notre justice ou la justice de certains pays aujourd'hui est même capable de faire la prouesse que les institutions sud-africaines nous montrent aujourd'hui? Moi, je pense que déjà, ça c'est déjà un grand pas. Ça montre la force, toute la force des institutions dans ces pays. Ça montre que dans ces pays-là, ce sont les institutions qui sont fortes et les hommes pas. Alors que chez nous, ce sont les hommes qui sont forts et les institutions sont faibles. Et donc, ils prennent la marque... Avec Zuma, on avait appris qu'on pouvait être polygame et être heureux. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'à un stade de responsabilité, la vie civique et la vie civile vont de pair. Voilà. Et là, c'est vraiment dommage. Et si vous voulez, c'est vraiment l'image de l'ANC qui était cornée, parce que ils ont lutté, ils se sont battus. Ce n'est pas forcément parce qu'on est docteur ou agrégé qu'on peut être président. On a eu des ouvriers, on a eu des ouvriers, par exemple en Pologne, etc., qui ont dirigé le pays. On a vu ce que cela a donné. Il faut qu'il rembourse, ça c'est sûr. Et c'est la fin, c'est son mandat qui est quand même quelque part entaché. Zuma, c'est une déception, je dirais. Oui, justement, qui on peut entrevoir après Zuma? On est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que c'est Nkosazana Dlamini Zuma, Cyril Ramaphosa, qui pour Moi, je reste. Serge va me trouver utopique, certainement. Mais aujourd'hui, mon souhait, c'est de Julius Malema, absolument. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, les vertus, quand vous regardez le bilan, quel que soit le bilan économique, bilan social, bilan diplomatique de Zuma, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, le seul qui incarne, de mon point de vue, aujourd'hui un renouveau pour le peuple sud-africain, on peut le trouver populiste, on peut le trouver tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, de mon point de vue, c'est de voir Julius Malema diriger l'Afrique du Sud. Ousmane Bamba. Donc moi, de mon point de vue, je pense que c'est un pays qui regorge d'énormes compétences. Parce que tous ces États qui sont battus pour leur indépendance ont quand même forgé un creuset et il y a un vivier qui est extrêmement important. Peut-être que tout ce qu'on voit aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont à même de sortir l'Afrique du Sud de sa situation actuelle, mais je demeure convaincu que ce pays est un grand pays, je l'ai visité à plusieurs reprises et je suis extrêmement surpris de voir la qualité de la gouvernance dans ce pays-là. Bon, c'est vrai que Zuma n'incarne pas une bonne chose, mais moi j'ai eu un faible pour lui le jour où Mandela lui-même est sorti pour dire que ben voilà, ce jeune-là, il a donné sa vie à l'ANC, je vous demande de voter pour lui. Alors il avait peut-être ses raisons. Bon, aujourd'hui il déçoit, mais bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Hein. Il n'est pas un universitaire. Mais est-ce qu'on n'est pas dans les symboles? Est-ce qu'on n'est pas dans les symboles? Quel que soit le président sud-africain, l'image de Nelson Mandela sera toujours présente et on fera attention au président sud-africain, qui qu'il soit.
Bien sûr, non, il faut quand même rappeler l'histoire récente de ce pays-là. L'Afrique du Sud sort de la terreur de l'apartheid. Ils ont payé donc au prix du sang un certain nombre de choses. Vous rappelez tout à l'heure qui peut prendre la suite de Zuma. Il n'y a pas de surprise en Afrique du Sud. Je veux dire, le canal historique est encore présent, est fortement présent. Il y a encore 10 leaders qui sont tous susceptibles et capables de prendre aujourd'hui les premières responsabilités. Et Nelson Mandela lui-même a recommandé 2-3 choses. D'abord, 1, l'engagement politique. 2, la volonté. Et 3, le sacrifice. L'engagement politique, la volonté et le sacrifice, le tout dans un contexte de probité morale. Personne n'a eu à reprocher le moindre fait immoral ou amoral à Nelson Mandela. Sa suite devrait être constante. Ce que l'on peut reprocher à Zuma, qui n'est pas acceptable aujourd'hui, c'est qu'il a eu un comportement en dehors de la République d'une part, il a eu un comportement très personnel et très civil qui est venu impacter négativement sur la République et sur l'État. Il faut faire attention quand vous parlez du canal historique, parce qu'on peut penser que vous parlez de la Corse. Non. C'est pas du tout la même chose. Du tout. Mais ensuite, je n'ai pas cette culture-là. Non, mais en plus, c'est pour dire que le canal historique est présent. Non, pas forcément. L'ANC est majoritaire. Donc forcément, je pense que le futur candidat de l'ANC va être le futur président de l'Afrique du Sud. En revanche, ce qui me désole, ce qui me déçoit, c'est de voir qu'au sein de l'ANC, on n'a pas eu de cacique pour critiquer l'attitude de Zuma. C'est plutôt ce jeune dont vous êtes proche, visiblement, qui a commencé par seulement aujourd'hui. Il y a quelques années, je le voyais déjà taper du poing sur la table à l'Assemblée nationale pour demander des comptes à Zuma. Zuma, je le répète et j'en aurais terminé, c'est une déception. Qui, pour succéder à Zuma, on ne le sait pas exactement, mais en revanche, en République centrafricaine, ce sera soit Anissé Georges Dologuélé ou Faustin Touadéra. Le deuxième tour des élections présidentielles et législatives, c'était ce dimanche. Nous suivons ici l'appel de la présidente de transition, Catherine Samba Panza, et on va en discuter avant la fin de l'émission. Je vous encourage tous à aller voter dans le calme, dans la dignité et dans la paix. Nous nous sommes tous battus pour semer les graines de cette paix qui commence à germer. Il nous faut la consolider. Voilà, Étienne Fakaba Sissoko, ce sera un nouveau départ pour la République centrafricaine, l'issue de ces élections présidentielles législatives. On l'espère en tout cas avec tout ce que nous avons vu dans la période transitoire, avec la présidente qui visiblement est satisfaite de ce qu'elle a fait, même si ça n'a pas toujours été évident, même si c'est pas dû à des efforts personnels ou à un courage de sa part que nous sommes arrivés à un résultat. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il faut que à l'issue de cette élection-là, que la République centrafricaine aille sur de nouvelles bases, que les problèmes confessionnels, que les problèmes sécuritaires que nous avons connus puissent être réglés définitivement pour permettre le retrait de ces casques bleus-là qui, encore une fois de plus, n'ont pas pu donner le résultat qu'on attendait. Bamba, ex-Seleka, anti-Balaka, ce sera du passé avec l'avènement, l'élection du nouveau président de la République en République centrafricaine? Du passé, il ne faut pas... c'est pas tout à fait évident. Si ce serait un nouveau départ pour ce pays-là. Je le pense. Ouais. Je le pense qu'ils n'ont pas le choix. Ça doit être un nouveau départ. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Je me dis que le président qui va venir, quel qu'il soit, il devra travailler à la réconciliation nationale. Il devra travailler à repenser les plaies. Il devra travailler comme ici, la commission Vérité et Réconciliation. C'est le même genre de boulot qu'ils ont. Vous avez vu les clivages qu'on a créés, qui existerait entre musulmans et chrétiens. C'est pas facile quand c'est religieux. Donc en tout cas, le nouveau président, il a un challenge. Et je pense que le peuple centrafricain est à la hauteur de la mission qu'il attend. Deux candidats. Et moi, je voudrais juste aussi, en 2 mots, féliciter quand même la présidente sortante. Parce que c'était pas donné. C'est une dame. Elle a hérité... oui, elle a hérité le pays dans les conditions qu'on sait. Elle arrive tant bien que mal. Est-ce que vous la félicitez parce que c'est une dame ou même parce que... Plutôt ça. Moi, je trouve que sa tâche n'était pas facile. Et puis, pour une dame, arriver à le faire aujourd'hui, c'est déjà bien. Bon, voilà, félicitations et puis les partis. Maître Konaté, on sait que les 2 candidats sont tous des anciens premiers ministres, des hommes du système. Est-ce qu'il y a des risques d'instrumentalisation
les anciens chefs d'État qui ont toujours tiré la ficelle, est-ce que ce sera véritablement un nouveau départ pour ce pays-là? Alors en tout cas, nouveau départ ou pas nouveau départ, je pense que moi j'ai 2-3 souhaits. Le premier, c'est qu'à cette heure-là, je suppose que les élections se sont correctement déroulées et qu'il n'y a pas eu de grabuge. Le deuxième, c'est qu'on ne tarde pas du tout à proclamer les résultats. Le troisième, c'est qu'une fois que les résultats sont proclamés, que l'on prie tous les saints pour que la rue ne bouillonne pas. De manière à ce qu'on ne puisse pas reprendre les choses à zéro. Ce pays est un pays qui est très difficile. D'abord, au regard de la composition communautaire. 2, au regard des positions confessionnelles. 3, au regard des acteurs aujourd'hui. Vous avez encore des partisans de Bokassa à Bangui qui sont dans des partis politiques se réclamant comme tels. Le fils de Bokassa est encore dans le jeu. Tous les présidents et anciens présidents sont encore dans le jeu par partis interposés. Le problème de fond, c'est que la communauté internationale a été présente là-bas, à Bangui et en Centrafrique, sans jamais comprendre le problème centrafricain. Je ne suis même pas sûr que les voisins immédiats, qu'ils soient tchadiens ou camerounais ou venus d'ailleurs, aient compris le problème tchadien. Encore une fois, les Tchadiens doivent être capables aujourd'hui de reprendre là-bas le bon, de prendre cette opportunité-là et d'arriver jusqu'au bout. Okay. Moi, j'ai envie de dire, ouf, c'est la fin de la transition. Ouf, c'est la fin de Mme Panza, qui a plutôt tiré son pays vers le bas. Et si on lui avait proposé de rester 2 ans encore, elle aurait dirigé une transition pendant 2 ans. Elle n'a pas été à la hauteur. Donc, vive les élections. La tâche ne sera pas du tout facile pour le futur président. Il doit être le président de tous les Centrafricains. Et je le vois d'ailleurs composé avec toute la classe politique. Et ce sera donc le dernier mot de ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Ousmane Fafa Bamba, directeur de publication de Info7, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Maître Mamadou Ismaël Konaté, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat sur Africa Télévision.